Là, je propose qu'on regarde un petit peu une introduction à la théorie de Minkowski. La théorie de Minkowski, bon, ben, à la grecque, bah, évidemment, c'est pas au programme, mais dans les écrits, c'est vrai qu'on touche un petit peu à ça. C'est intéressant d'être alerte vis-à-vis des méthodes. D'autant plus que ce sont des méthodes, en fait, si on doit résumer les choses, c'est finalement de dire que dans Rn, quand vous avez un objet qui a un certain volume, vous avez envie de dire qu'il contient des points entiers. Et c'est comme ça que vous trouvez des solutions à des équations diffrentielles. Vous trouvez des points entiers qui vérifient certaines choses parce que vous savez qu'il en existe parce qu'un certain objet possède un certain volume. Bon, c'est pas tout à fait ça parce que maintenant vous pouvez imaginer un objet qui a un volume assez grand mais qui arrive à zigzaguer entre les points entiers. Donc il faut un petit peu plus que ça. Alors personnellement, quand j'ai découvert cette théorie quand j'étais étudiant, ça m'a un peu piqué aux yeux parce que c'est quand même une théorie qui demande une façon de penser qui n'était pas la mienne. Et c'est très visuel quand même, c'est pas très algébrique. Et, euh, et bon, bah, ça demande quand même un certain talent de faire ça. Et c'est vrai que dans un premier temps, je me suis dit, est-ce que je peux m'en passer? Et puis non, c'est une théorie incontournable. De la même manière que quand on a un certain volume, eh ben, on touche des points entiers. Eh ben, quand on a un certain volume mathématique, on est obligé de toucher la théorie de Minkowski. Alors, donc, allons-y. Hein. Je vous encourage à le faire. Même si ce n'est pas au programme de l'agrégation. D'abord, parce que certaines personnes, ça peut vraiment les passionner. Voilà, hein, il en faut pour tous les goûts. Mais aussi parce que il faut avoir été formaté un petit peu à cette théorie pour que si jamais il y a un problème d'arithmétique qui est lié à cette théorie, comme ça peut arriver assez souvent, eh bien vous ayez déjà été informé. Alors voilà, donc j'ai envie de faire commencer les choses par ce lemme-là. Si D, c'est une partie de Rn qui est mesurable, hein, et qui a un certain volume, et que son volume, c'est strictement supérieur à 1, alors, alors bon, c'est pour la mesure naturelle de Rn, hein, eh bien, alors, il existe deux éléments de D distincts, tels que la différence entre y et x est à coordonnées complètement entières. Et ça, c'est pas évident, c'est même pas évident intuitivement à imaginer, parce que vous pouvez imaginer que D, bon, il est mesurable, mais que c'est vraiment une petite pelote de laine qui se balade, qui n'a pas de point entier, mais il y a quand même deux éléments distincts, toujours, à partir d'un certain volume, dès qu'il va dépasser un certain truc, ben, voilà, il va y avoir deux éléments distincts qui vont différer d'un point entier. Voilà, donc on n'a pas encore un point entier, hein, on a une différence entière. C'est pas pareil. Mais c'est un lemme. Voilà. Alors, regardez la preuve. Ben, elle est pas si évidente que ça. Hein. Vous prenez R, ben le cube standard. Hein, donc il est semi-ouvert, là, comme ça, pour que quand on empile les cubes R plus U, où U appartient à Zn, donc on translate par un point entier, par un vecteur entier, ces cubes, eh bien, ça forme une partition de Rn. Donc Rn est réunion disjointe des R plus U quand U appartient à Zn. Donc maintenant, je vais appeler D indice U, D inter R plus U, cette partition. Donc forcément, comme c'est R plus U, il partitionne Rn, eh ben, les D indice U, ils vont partitionner D. Donc maintenant, je vais regarder ça en termes de volume. Donc, je vous rappelle que le volume de R, il est égal à 1, évidemment. Il est strictement inférieur au volume de D, puisque le volume de D est strictement supérieur à 1. Et il est égal, le volume de D, à la somme des volumes des DU, puisqu'on a une partition. Mais, comme la mesure est invariante par translation,
c'est la somme des volumes des DU moins U. Voilà. Ben oui, on translate par U, ça fait pareil. Alors, c'est là que c'est intéressant, c'est que les DU moins U, regardez DU, ben, c'est inclus dans D moins U, mais c'est aussi inclus dans R plus U moins U, donc dans R. Donc DU moins U est inclus dans R. Ça veut dire que on a pris, maintenant on s'est ramené à un volume, mais d'un objet qui est intégré dans le cube standard. Supposons, par l'absurde, que les DU moins U soient 2 à 2 disjoints. Donc c'est ce que j'exprime par cette union-là, toute carrée. Hein, voilà. Alors dans ce cas-là, cette somme-là serait égale au volume de ceci. Parce que c'est une réunion disjointe. Donc on aurait 1 qui est égal au volume de R, qui est strictement plus petit que, que ce volume, ce volume, ce volume, le volume de ça. Mais comme ça, c'est dans R, il est strictement plus petit que le volume de R. Bon, donc c'est absurde, évidemment. Ce qui veut dire que ces DU moins U ne peuvent pas être 2 à 2 disjoints. Donc il existe U et V dans Zn, parce qu'on avait indexé par Zn, qui sont eux distincts, et tels que DU moins U, inter dV moins V, n'est pas vide. Voilà. Donc je vais appeler petit z, donc je vais appeler déjà U et V, ces deux éléments-là, et Z, un élément commun dans les deux. Donc on a Z qui est dans les deux, et ça veut dire que, comme il est dans DU moins U, bah, je peux l'écrire sous la forme Y moins V, lui, et X moins U à la fois, avec Y dans dV et X dans DU. C'est-à-dire, en particulier, que X est dans D et Y est dans D. Mais maintenant, cette égalité, cette double égalité, ça nous donne que X, l'égalité ça égale ça nous donne que Y moins X est égal à V moins U. Et donc c'est dans Zn, bien sûr, et c'est non nul, parce qu'on a pris U et V distincts. Alors, regardez un petit peu l'idée de la preuve quand même. Hein. Donc, vous avez ici votre domaine D. Ici, vous avez vos translatés de votre cube, bon là qui est un carré, parce qu'on n égale 2, et votre domaine D, il est de volume strictement supérieur à 1. Maintenant, ce que vous faites, vous regardez par rapport, donc chaque carré translaté, vous allez regarder, par exemple, celui-ci, ça va donner ici celui-ci, donc vous le récupérez en enlevant U, vous le récupérez dans R. Et celui-ci, vous enlevez V, maintenant vous le récupérez dans R. Celui-ci, d'accord, vous décomposez D en ces quatre parties-là, et vous enlevez celui-ci, là, ce point du carré, pour récupérer la chose dans R. Donc vous avez lui que vous allez voir ici, et lui que vous allez voir ici. Et maintenant, pour une question de volume, vous allez avoir des intersections, forcément. Et vous voyez que ici, puisque vous avez tout rapatrié dans la même chambre, et donc ici, vous allez avoir une intersection, vous avez votre Z ici, et donc, comme c'est ce Z-là, on va pouvoir récupérer d'où venaient ces deux-là. Ils venaient de ces U et V là. Celui-ci venait de ce U-là, et celui-là de ce V-là. Voilà. Et donc, ça nous donne exactement ce que l'on veut, c'est-à-dire X et Y, ici, quand on regarde l'homologue, dont la différence va être entière. Alors maintenant, on va voir un petit théorème de Minkowski. Bon, il y en a des plus forts dans la théorie, mais celui-ci, il est très accessible et assez typique.
et il va reposer sur le lemme qu'on vient de montrer. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce théorème, on prend C inconvexe de Rn, on suppose qu'il est symétrique par rapport à 0, le 0 de Rn, et de volume strictement plus grand que 2 puissance n, attention, alors là, il va exister carrément un Z non nul dans Zn inter C. Donc maintenant, on va voir une petite amélioration de ce théorème qui n'est pas difficile à démontrer à partir de celui-ci. Le théorème bis, dès qu'on a ce théorème, on a celui-ci. Soit C inconvexe de Rn qui est symétrique par rapport au 0 de Rn, donc on peut se l'imaginer, on peut se le représenter assez bien. On suppose que le volume de C est strictement supérieur à 2 puissance n det de A, où A c'est une matrice inversible de Mn de R. D'accord, voilà. Et donc inversible, ça c'est différent de 0. Maintenant je vais appeler UJ les vecteurs colonnes de A, donc ça forme une base de Rn. Et je vais regarder le réseau engendré par ces vecteurs UJ, c'est-à-dire les sommes de J égale 1 à N de XJ, UJ, quand XJ est dans Z. Donc vraiment, c'est des points, il faut l'imaginer comme un réseau, donc des points comme ça, isolés, un ensemble discret. Muni d'une structure de groupe abélien, évidemment, pour l'addition. Eh bien, il va exister Z, différent de 0, parce que évidemment, 0, ça ne compte pas, dans l'intersection de ce réseau et de C. Donc évidemment, vous imaginez que ce réseau, à cause du déterminant de la forme volume, il est plus gros, et bien sûr, ça demande une contrainte plus grande au volume de C. Alors, bon, donc comment, à partir de ça, prouver ça? Ça, c'est pas difficile. On prend G, dans GLN de R, qui envoie la base de R, U, sur la base canonique de Rn, d'accord? Donc, maintenant, ça va envoyer C sur G de C. G de C va rester convexe, évidemment, et ça va rester symétrique par rapport à 0, puisque ça commute avec moins 1. Symétrique par rapport à 0, ça veut dire que si x est dedans, alors moins x est dedans. Donc là, c'est clair. Et maintenant, comme G, son déterminant, c'est G, la matrice de G dans la base canonique, c'est l'inverse de la matrice de A, finalement. On en déduit que le déterminant de G, c'est l'inverse du déterminant de A. Donc, par les formes volume, le volume de G de C, c'est le volume de C divisé par det de A, donc qui va être strictement supérieur à 2 puissance n. Voilà. Donc, je vais pouvoir dire qu'il existe un élément de G de C non nul à coefficient entier, donc ici à coordonnées entières, donc dans Z puissance n, d'après ce théorème que je n'ai pas encore démontré, mais je vais le démontrer plus tard. Et maintenant, cet élément, je passe par G-1, et G-1 de Zn, ça va être ce réseau, évidemment, et puisque G-1 envoie E sur U, d'accord, et G-1 de G de C est dans C. Donc on a bien ce théorème à moindre frais. Bon, alors maintenant, démontrons ce théorème. Maintenant, avec le lemme, c'est pas difficile, parce qu'on va poser C', est égal à 1 demi de C, donc vous prenez l'homothétie de rapport 1 demi et que vous appliquez à C. Évidemment, l'homothétie, son déterminant, c'est 1 sur 2 puissance n. Par les formes volume, vous avez le volume de C', c'est 1 sur 2 puissance n, volume de C, qui maintenant, par hypothèse, est strictement supérieur à 1. Donc vous allez pouvoir dire qu'il existe x et y dans C' de différence non nulle et entière. D'accord? Donc ça, c'est le lemme. Donc comme x et y sont dans C', 2x et 2y sont dans C, forcément. Par construction, donc 2x, 2y sont dans C, mais maintenant, comme C est symétrique par rapport à O, moins 2x est dans C. Donc je vais garder 2y, mais moins 2x est dans C. Et maintenant, comme C est convexe, le milieu des deux est encore dans C. Donc le milieu des deux, c'est 2y moins 2x sur 2. Donc y moins x est dans C. Mais y moins x, c'est le fameux, on va l'appeler z, c'est le fameux élément
qui va être à la fois donc, dans C et qui va être dans Zn moins 0. Donc ce qu'il faut s'imaginer, hein, c'est, vous voyez, ce convexe qui doit être symétrique. Ben, là, ici, pour n égale 2, il faut, dès qu'il va dépasser 4, ben, ça y est, on ne pourra pas y couper, il y aura des points entiers. Voilà. Et donc ça permet de résoudre des problèmes de type diophantien. Hein, et on verra par la suite ce que ça implique pour les nombres de Piso.